Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier les inconditionnels de notre émission Majuscule Propos. C'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. 32 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, la quête de la justice se poursuit au Rwanda, et même bien au-delà des frontières nationales. Si la justice rwandaise a permis de juger un grand nombre de suspects génocidaires, et surtout à travers les juridictions Gacaca, de nombreux suspects ont pu tout de même fuir le Rwanda à l'étranger et certains ont jusqu'à présent réussi à échapper à la justice, si on peut ainsi dire. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjoints du Rwanda et de certains États, et d'autres acteurs bien engagés dans ce combat contre l'impunité, des progrès ont été réalisés, mais également des défis persistent. Lenteur judiciaire, obstacles politiques ou encore difficultés liées à l'identification des suspects, autant de défis qui doivent être relevés. Quels sont les progrès réalisés aujourd'hui dans la poursuite des fugitifs du génocide? Quels obstacles subsistent encore aujourd'hui? Et surtout, que peut-on espérer pour l'avenir? Eh bien, c'est ce qui va nous occuper tout au long de cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alain Gauthier. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour et merci. Alain Gauthier, vous êtes président du collectif des partis civils pour le Rwanda et vous travaillez pour la justice, surtout en France. Avec nous également Maître Faustin Mourangwa. Faustin, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci de nous inviter encore une fois. Oui, Maître Faustin, il est juriste, il a été avocat surtout au TPIR, au tribunal, à l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha. Il a suivi de très près les cas qui ont été jugés par ce tribunal et de nombreuses condamnations qui ont été prononcées. Il va nous aider également à comprendre les enjeux de cette justice internationale. Eh bien, pour commencer avec vous, Alain Gauthier, vous travaillez depuis des années sur ce dossier de la poursuite des suspects génocidaires qui ont trouvé cavale en France et surtout. Si on peut dire globalement, comment évaluez-vous les efforts de la justice concernant la poursuite de ces suspects qui se trouvent hors du Rwanda? Alors en réalité, donc, nous, ça fait 25 ans qu'on a fondé en France le collectif des partis civils pour le Rwanda, en nous inspirant un petit peu de ce qui avait été fait en Belgique avant nous. Et je dois dire quand même que en 32 ans, la justice française n'a jugé que 8 personnes, jugées et condamnées, pour la simple et bonne raison que, même si des plaintes avaient été déposées très rapidement en France, je pense à l'abbé Munyeshaka, contre Laurent Seloubuga, Fabien Eletse, Cyprien Kayumba, etc. Eh bien, la justice française a mis très longtemps à prendre en compte véritablement ces plaintes, si bien que nous, dès que nous avons créé le collectif des partis civils, on s'est d'abord constitué partie civile dans ces dossiers-là, pour les faire avancer, je dirais même pour les réveiller. Oui. Et puis il a fallu quand même 20 ans pour que les premiers procès aient lieu. Et 20 ans, dans l'histoire d'un homme, dans l'histoire des rescapés, 20 ans, c'est très long. Oui. Alors bien sûr, on peut expliquer ces retards par beaucoup d'éléments, des problèmes de politique, des problèmes de la justice française qui n'a pas mis suffisamment de moyens en juge d'instruction en particulier pour poursuivre ces affaires. Et puis il y a eu effectivement, je pense en particulier, un événement qui a beaucoup retardé tout le travail de la justice, c'est le rapport du juge Bruguière, qui en 2005
voulait des poursuites contre des proches du président Kagame, d'où la rupture des relations diplomatiques pendant 3 ans. Oui. Donc il a fallu longtemps, et ce n'est pratiquement qu'à partir de 2012, c'est-à-dire au moment où la France a créé le pôle crime contre l'humanité, au tribunal de grande instance de Paris, que les dossiers ont vraiment recommencé à intéresser la justice et que les juges d'instruction ont pu venir en commission rogatoire au Rwanda, mais on a perdu de nombreuses années qui ne se rattraperont pas. Oui. Et la même question à vous, Maître Faustin. Vous suivez de près les procès pour génocide hors du Rwanda. Quelle évaluation faites-vous de ce travail de la justice hors du Rwanda? En fait, il y a eu un progrès majeur, même pour rebondir à ce que mon grand frère Gauthier était en train de dire. En fait, il y a eu le progrès à ce qui concerne les poursuites, mais il n'y a pas eu de progrès en ce qui concerne les décisions de justice qui pouvaient rendre des jurisprudences auxquelles les autres devraient se référer. Là, je suis en train de dire par rapport au fait que les génocides survenus au Rwanda, il n'y avait pas de loi ni au Rwanda, ni dans les juridictions qui étaient amenées à juger le génocide. Il n'y avait pas de loi amenée à juger les actes de génocide. Oui. Par contre, il faut, et là il faut le souligner, mais je pense que la loi réprimant le crime et le génocide existait, mais plusieurs États n'avaient pas adhéré à la loi. Il y avait la convention, oui, la convention qui obligeait les États les États avaient adhéré à cette convention, mais les États n'avaient pas adopté des lois internes ou bien dans leur code pénal à sanctionner le crime de génocide, y compris le Rwanda. Le Rwanda n'avait pas signé. Ce qui fait que le premier jugement qui ont été rendus au Rwanda avait été rendu comme meurtre, assassinat, viol et autres, comme crime contre l'humanité ou crime de génocide. Parce que, et ça a fait que, en fait, même certains États doutaient, et ça a attisé même beaucoup de négationnistes et révisionnistes à rebondir sur cette question, parce que, par exemple, les sœurs de Sauvou, qui avaient été jugées en premier en Belgique, avaient été jugées avaient été condamnées sous crime contre l'humanité et crime de guerre, au lieu d'être condamnées pour crime de génocide. Il a fallu que, en fait, le TPIR décide finalement de prendre un constat judiciaire que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide commis contre les Tutsis, et que ça a fait, autant plus de 800 000 morts, que en fait certains États, même y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, je crois qu'il y a eu une résolution en 2014 2150, et il y a une autre résolution en 2018 obligeant les États à coopérer avec la justice internationale, à sanctionner le crime de génocide, à coopérer avec le Rwanda pour sanctionner les... Et ça a boosté beaucoup, ça a fait bouger beaucoup, mais n'empêche que même au niveau du TPIR, il y avait aussi d'autres défis à relever. Parce qu'il faut comprendre que même le tribunal, même si on parle de cette réalisation,
qu'a fait le TPIR de finalement décider que ce qui s'était passé au Rwanda était bel et bien un génocide commis contre le Tutsi. Mais n'empêche qu'il y a eu beaucoup d'hésitations. Oui. Il y a eu beaucoup d'erreurs, surtout dans les enquêtes, surtout dans la façon de juger, parce que c'était un tribunal, le premier tribunal ad hoc admis à juger les crimes de génocide après Nuremberg. Parce que Nuremberg, c'était une autre juridiction qui était un peu mixte, militaire et civile, qu'on ne peut pas comparer avec les tribunaux ad hoc comme le TPIR et le TPY. Après, ça a suivi certaines condamnations. C'est que je pense que, en fait, après les résolutions, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, la France, le Danemark, et après Suède, et je crois beaucoup d'autres pays, ils ont bougé, mais ça n'a pas fait que, en fait, certains pays résistent. Oui. Ceci dit, concernant la France quand même, oui. Je voudrais dire que la France, qui a toujours refusé d'extrader vers le Rwanda en s'appuyant sur le fait qu'effectivement il n'y avait pas de loi au Rwanda qui punissait le génocide, nous on a toujours rétorqué que la France a quand même jugé, après la Première Guerre mondiale, des hommes comme Papon, Touvier, Klaus Barbie, alors qu'il n'y avait pas de loi non plus prévue, mais en s'appuyant sur les grandes conventions internationales dont vous avez parlé. Donc, je crois que ça, c'est un faux problème. Hein, et nous, on a toujours contesté, en France, oui. Le fait que la Cour de cassation refuse d'extrader les génocidaires vers le Rwanda, hein, parce que si ces extraditions avaient été organisées, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui, oui. Sur les retards apportés à rendre la justice. Oui. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce cas précis de la France, parce que c'est là où il y a un grand nombre de suspects génocidaires, nous nous sommes entretenus avec M. Olivier Christen, c'est le procureur de la République antiterroriste en France. Nous lui avons posé cette question de la lenteur de la justice et des efforts de la France pour poursuivre, traduire en justice ces suspects génocidaires qui se trouvent sur le sol français. Et je vais vous proposer un extrait de sa réponse et puis nous allons revenir après. D'une part, la justice française s'est engagée depuis maintenant de nombreuses années afin de pouvoir enquêter et puis renvoyer devant la cour d'assises les génocidaires qui étaient venus habiter en France, résider en France à la suite du génocide de 1994. Et au départ, on peut même dire que la spécialisation de certains magistrats et de certains gendarmes pour pouvoir lutter contre l'impunité et donc enquêter et poursuivre ces individus, cette spécialisation a été créée pour répondre à ces faits-là, pour pouvoir traiter en France les dossiers liés au génocide et contre les Tutsis au Rwanda. Donc ça, c'est la première approche globale. Cela a porté ses fruits, puisque je rappellerai qu'il y a eu 12 procès qui se sont tenus en France pour juger des génocidaires donc devant la cour d'assises de Paris, et qui ont conduit à la condamnation de 8 personnes, certains de ces procès étant des procès en appel. Donc 12 procès en tout, avec 8 personnes qui ont été condamnées, et il y a encore plusieurs procès qui vont se tenir non seulement cette année, puisque en mois de juin et juillet prochain, il y aura un procès en appel devant la cour d'assises de Paris, et en novembre-décembre 2026, il y aura un procès à nouveau en première instance. Donc c'est quelque chose qui continue à fonctionner.
dossiers au moins, qui devront être jugés par la Cour d'assises de Paris entre 2027 et 2028. Donc c'est pas du tout un sujet qui est clos pour nous. Nous avons donc non seulement, et conformément à l'engagement qui avait été pris par le président de la République française à plusieurs reprises, un fort investissement de la justice française pour lutter contre l'impunité donc des personnes qui ont été impliquées dans le génocide commis ici en 1994. À côté de ces procès, il y a encore 36 enquêtes qui sont en cours en France, qui concernent donc d'autres personnes qui sont accusées ou mises en cause pour des faits qui ont été commis pendant les 100 jours en 1994. Ce sont des procédures sur lesquelles nous investissons aujourd'hui beaucoup parce que, comme vous l'avez indiqué, le temps passe et nous sommes aujourd'hui confrontés à deux difficultés liées d'une part à l'âge des personnes qui sont mises en cause, qui pour certaines sont très âgées, et puis évidemment l'âge aussi des victimes, et des fois le temps fait que les témoignages sont plus difficiles à obtenir et plus difficiles à avoir des éléments précis qui permettent ensuite de juger les personnes. Donc aujourd'hui, mon service, le parquet antiterroriste en France, en lien donc avec les gendarmes français, et puis surtout, et je dois le dire parce que c'est très important, en lien avec les services rwandais, que ce soit tout ce qui relève de l'administration de la procureure générale du Rwanda et le bureau des enquêtes, le bureau d'investigation du Rwanda. Nous travaillons à continuer à essayer d'identifier les victimes, d'entendre les témoignages, et il y a deux missions par an à peu près de gendarmes et de magistrats français qui viennent au Rwanda pour essayer de recueillir le plus possible de ces témoignages et de faire en sorte qu'ils puissent aider à construire les procédures en France, et ensuite donc de nourrir ces enquêtes pour essayer de faire en sorte qu'elles aboutissent le plus rapidement possible maintenant. Voilà, le procureur de la République antiterroriste en France, Olivier Christen. Alain Gauthier, il fait allusion aux efforts de la France, mais vous qui suivez de près ces procès organisés surtout à la Cour d'assises, quelles sont les difficultés que vous avez pu relever concernant ces procès qui se tiennent plus de 3 décennies après les faits? D'abord, je voudrais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre de la part de monsieur le procureur de Paris, que je ne connais pas et que nous n'avons jamais rencontré. Mais je ne partage pas du tout son optimisme, et je regrette quand même, lorsqu'il évoque le travail fait par la justice française, je regrette qu'il ne dise pas que entre 2001 et 2019, c'est le collectif des parties civiles pour le Rwanda qui a déposé toutes les plaintes. Le parquet de Paris a commencé ses informations judiciaires, a commencé à ouvrir de lui-même des informations judiciaires qu'à partir de 2019. Je crois que c'est important de le dire, parce que sans le travail de notre association et des autres associations après qui se sont agrégées à nos enquêtes, eh bien, à ce jour, il est fort probable qu'il n'y ait encore eu aucun procès. Donc je pense que si j'avais l'occasion de rencontrer le procureur, je me permettrais de lui dire cela, parce que sinon je partage ces réflexions. Mais on a perdu beaucoup de temps, et je ne suis pas certain que les moyens mis au service de la justice en France soient suffisants. Au parquet antiterroriste, à ma connaissance, il n'y a que 3 juges d'instruction, et vous avez bien entendu le procureur dire qu'il y a encore au moins 35 dossiers, 36 dossiers à l'étude, et probablement qu'il y en aura d'autres, puisque nous avons encore des enquêtes que l'on peut faire. Donc je n'ai pas du tout le même optimisme que monsieur le procureur. Et justement, si nous regardons le rythme de ces procès, un procès par an, ou bien au maximum 2 procès, pour les 36 dossiers,
on comprendra que ça prendra beaucoup de temps Et bien sûr. Avec justement des suspects qui sont très âgés, comme il le disait. Oui, puis il ne faut pas oublier le fait qu'en France, la cour d'assises, on peut faire appel de la décision. Oui. Hein, ça veut dire que, par exemple, cette année, il y aura bien 3 procès, hein, mais dont 2 en appel. Celui de Claude Mouaïmana qui a été condamné à nouveau pour 14 ans de prison, et puis au mois de juin, le procès d'Eugène Roy-Moutio, hein, qui a été condamné à 27 ans de prison. Il a fait appel. Donc, moi je veux bien, mais les procès en appel, est-ce qu'il faut les considérer comme des vrais procès dans la façon de traiter tous ces dossiers? Vous voyez, ça retarde d'autant la comparution d'autres personnes qu'on aimerait bien voir jugées devant la cour d'assises de Paris. Donc ça prend du temps et surtout, il faut comprendre que un procès en appel à la cour d'assises, on recommence à nouveau. Ce n'est pas quelques jours, ça recommence à nouveau. Le procès en appel, c'est un nouveau président de cour d'assises, de nouveaux magistrats, de nouveaux citoyens français tirés au sort, et on recommence véritablement à zéro. Personne, dans la procédure en appel, ne connaît ce qui s'est dit dans le premier procès, oui. Sauf ceux qui seraient éventuellement allés sur les comptes rendus de notre association que nous faisons tous les jours, hein, puisqu'on retrouve tous les comptes rendus de toutes les audiences, de tous les procès qui ont eu lieu sur le site de notre association. Mais vous avez raison de dire, on recommence à zéro. Oui. Hein. Et alors, Maître Faustin, juridiquement, quelles sont les difficultés que l'on éprouve, que l'on rencontre d'organiser un procès à des milliers de kilomètres des lieux des faits et 3 décennies après les faits? Juridiquement, il y a quelles difficultés? D'abord, les difficultés, je vous ai expliqué qu'elles étaient, disons, juridiques et puis politiques, parce qu'il y a eu trop de procédures, disons, liées à la politique, de ne pas vouloir comprendre que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide commis contre les Tutsis, et que la communauté internationale avait la responsabilité, comme elle n'avait pas joué son rôle de prévenir ce génocide, mais qu'elle avait un rôle d'aider à juger ce génocide. Oui. Et ça a mis très longtemps. Et ça a créé des défis qu'on est en train de parler, parce que je suis d'accord avec le procureur, parce que quand il dit que c'est difficile d'enquêter des crimes qui se sont... Parce que normalement, les enquêtes se font juste après la commission des crimes. Là, on enquête après 32 ans. Et on sait très bien qu'il est de principe qu'une justice retardée est une justice déniée ou une justice refusée. Oui. Et par ce fait, il est difficile de reconstituer non seulement les faits, mais aussi collecter certaines preuves matérielles de ce qui s'est passé. Pas seulement ça, mais le fait que cette justice n'est pas organisée près de là où les faits se sont commis, ça fait qu'il y a une déconnexion au point de vue de contexte. Et ce qui a fait, tu vois, à l'exemple du TP hier, beaucoup d'enquêteurs n'étaient pas familiers avec la situation au Rwanda. Beaucoup de procureurs et d'avocats non plus, mais aussi les juges auxquels on expliquait, ce qui a fait qu'il y a eu trop d'erreurs judiciaires et qui a causé trop de tort, parce que la plupart des fois, les gens parlent, surtout au niveau du TPIR, parlent trop des acquittements, mais sans parler de pourquoi les acquittements. La plupart des acquittements sont des acquittements liés aux erreurs commises soit dans les enquêtes ou dans la poursuite.
les erreurs du procureur. Il y a un cas flagrant de Ziguinchor où la Libye a fait défaut, où on le place à Kécho et à Rugunga, alors que dans un intervalle de 15 minutes, alors que ce n'était pas possible. Oui. Et ce qui a conduit à son acquittement. Beaucoup de gens regrettent les acquittements sans pour autant comprendre. Regroupement de procès. L'exemple de l'acquittement de M. Kabirigi. Si regrouper Kabirigi de Bagosora et Aloïse Nabakouze, ça a coûté l'acquittement de Kabirigi parce que tout le monde se concentrait sur l'état-major et l'organisation structurelle de l'état-major, alors que Kabirigi n'était pas dans cette structure, c'était un homme directement de troupes qui organisait les troupes. La déconnexion avec Nabakouze et Bagosora a fait que Kabirigi soit au moins, disons, avalé et puis acquitté. La même chose avec d'autres procès. Oui. Malheureusement, il n'y a pas d'analyse, de recherche fouillée pour ne pas commettre les mêmes erreurs pour ceux qui sont en train d'être jugés. Je dirais quand même qu'il faut au moins louer les efforts fournis par l'association dont Gauthier représente ici, parce qu'ils ont fait un grand travail, parce qu'il faut regretter qu'il y a d'autres pays, surtout les pays africains, parce qu'on n'a jamais vu en Afrique, pourtant, c'est là où il y a trop de cas déjà, des gens qui sont recherchés, surtout dans les pays voisins. Et les pays avec qui on a de bonnes relations, comme l'Ouganda, où il y a un très grand nombre de fugitifs, mais qui ne sont pas ni poursuivis, ni transférés. La même chose avec l'ex-Zaïre, l'actuel Congo, le Congo-Brazzaville, Centrafrique et tous ces pays francophones qui avaient hébergé pas mal de génocidaires. La même chose avec d'autres pays européens comme l'Angleterre qui avait pas mal, mais qui n'a transféré aucun. Et je crois que les efforts qui sont en train d'être fournis par d'autres pays comme la Finlande, le Danemark, la Suède, l'Allemagne, qui en a jugé, je crois, 2 qui a transféré l'autre. Et ça fait que, en fait, il faut louer, même si c'est une goutte dans l'océan. Alors, Alain Gauthier, je voudrais que l'on revienne un peu sur cette cour d'assises en France. Et si on peut comprendre un peu son fonctionnement, comment ça fonctionne, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre réellement comment ça se passe à la cour d'assises, c'est organisé comment, les procès sont organisés comment, ce qui permettrait peut-être de comprendre aussi cette lenteur dans les jugements. Alors, lorsque une personne est déférée devant la cour d'assises, et vous avez bien remarqué que ça prend beaucoup de temps, hein, quand vous pensez à Roi Moutio, la plainte qu'on a déposée contre lui en 2007, hein, il n'a été jugé pratiquement que 20 ans après. Hein, 20 ans après. Hein, trop de temps. Bon, il a fallu presque 20 ans d'information judiciaire pour le déférer devant la cour d'assises. Une fois qu'ils sont déférés devant la cour d'assises, ils ont encore la possibilité de faire appel, d'aller en cassation. Enfin, ils ont vraiment toutes les possibilités pour retarder les procès. Mais une fois que le procès est décidé, donc on nous donne les dates, nos avocats sont appelés à rencontrer le président de la cour d'assises pour organiser ce procès qui va durer, en général, ça dure entre 4 et 6 semaines.
Hein. Eh bien, vous avez un président de cour d'assises qui est assisté de 2 magistrats professionnels, hein, plus un 3e qui est remplaçant, hein, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas, il n'interviendra pas, mais au cas où un des 2 ferait défaut, pour X raisons sérieuses, c'est ce magistrat qui prendrait la place. Et puis, en première instance, vous avez 6 jurés tirés au sort le premier jour à l'ouverture du procès. Parmi les citoyens ordinaires. Parmi des citoyens français. 6 jurés, plus, là aussi, 5 jurés remplaçants, qui, éventuellement, si l'un des 6 jurés vient pour une raison de maladie ou de deuil dans sa famille, etc., vient à devoir abandonner la cour d'assises, c'est le remplaçant qui va prendre sa place. Et puis, eh bien, vous avez, à côté de ça, eh bien, vous avez l'accusation, hein, l'avocat général, qui, à la fin du procès, eh bien, prononcera son réquisitoire et demandera la peine. Et puis, vous avez les différents avocats, les avocats de la défense, hein, évidemment, qui vont défendre leurs clients. Alors, je précise quand même que dans tous les procès qui ont eu lieu, hein, monsieur le procureur a parlé de 12 procès, ce qui est vrai, hein, 8 personnes condamnées, et les personnes condamnées ont toujours plaidé l'innocence. Oui. Hein, d'où le fait qu'ils fassent ensuite appel. Et puis, vous avez à côté, eh bien, vous avez tous les avocats des parties civiles, hein, bien évidemment les avocats du collectif des parties civiles, puisque le CPCR est à l'origine, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'en 2019, est à l'origine de pratiquement toutes les plaintes qui ont été déposées. Oui. Hein, et vous avez aussi les avocats d'autres associations qui se sont constituées parties civiles à leur tour, une fois que la plainte a été déposée par les avocats du CPCR. Et voilà, c'est là que pendant les 4 ou les 6 semaines, eh bien, vont comparaître un certain nombre de témoins. Alors vous avez les témoins cités par le parquet, oui, hein, par l'accusation. Vous avez les témoins cités par les parties civiles, et puis vous avez les témoins cités par la défense. Oui. Et ils vont se succéder au rythme de, en général, 4 audiences par jour, hein, pour eh bien, venir dire ce qu'ils savent sur la personne qui est jugée. Voilà, rapidement dit, comment se déroule la cour d'assises. Et alors, Maître Faustin, si on peut, Alain Gauthier vient de nous expliquer ce fonctionnement de la cour d'assises. Je voudrais qu'on vienne un peu sur le travail de ces jurés qui sont les citoyens ordinaires, qui ne sont pas des magistrats professionnels. Vous qui êtes, je dirais, technicien dans la justice, quelle est la fiabilité de ce travail rendu par les citoyens qui ne sont pas du tout formés en droit, et comment comprendre la fiabilité de leur travail, la crédibilité de leur travail? En fait, la justice, c'est d'abord la personnalité de celui qui juge. Après, sa capacité de comprendre les choses. Oui. Parce que les jurés ne sont pas amenés à trancher sur la probabilité ou la non-probabilité de preuve. Par contre, ils sont amenés, par contre, à faire la balance entre culpabilité ou pas culpabilité, sans pour autant entrer dans la technicité de balancer preuve probable ou pas. Oui. Ce qui fait que donc ils sont fiables, par contre, sans assistance de magistrats professionnels, ça serait catastrophique. Mais n'empêche, parce que on a fait l'expérience de Gacaca ici au Rwanda, ce qui
était presque cette façon de faire. Même si dans le gacaca, le fonctionnement était exactement tout le travail, y compris le travail d'enquête. Parce que dans le gacaca, ce qu'on appelait la collecte d'informations, c'était ce qu'on peut classiquement appeler les enquêtes. Oui. C'est qu'on peut appeler les jugements, parce que c'est dans les enquêtes ou collecte d'informations se faisaient en réunissant tous les habitants du village, et puis commencer par savoir qui habitait le village, qui a été tué lors des événements du génocide en 1994, qui les a tués, et puis collecter ces informations, les remettre aux juges de cellules, et puis trancher si cette affaire, assisté par des juristes, bien sûr, professionnels, pour un peu encadrer ce processus. Moi, Alain, vous voulez réagir? Oui, je voudrais dire que dans un procès d'assises, ce qui est important, c'est la preuve. Oui. Puisque la personne qui est jugée, il faut qu'on apporte des preuves. Et je pense que ces citoyens français qui, effectivement, comme vous le dites, sont des gens ordinaires, qui n'ont jamais ouvert un livre de droit, qui n'ont peut-être jamais entendu parler du génocide des Tutsis au Rwanda, eh bien, n'empêche qu'au bout de 6 semaines, eh bien, vont être obligés de se prononcer, après avoir entendu tous les témoignages qui ont été apportés. Et ils vont devoir se prononcer, comme le leur répète le président de la Cour d'assises, en leur âme et conscience. Est-ce qu'en leur âme et conscience, après avoir entendu tous ces témoignages-là, est-ce qu'ils pensent que la personne est coupable ou non? Et ça, je crois qu'il faut le respecter. Oui. C'est le système de la Cour d'assises. Alors, à la fin d'un procès, est-ce qu'on a obtenu toute la vérité? Certainement pas. Certainement pas. Oui. Par contre, au moment du verdict, eh bien, il y a ce qu'on appelle une vérité judiciaire. Une vérité judiciaire, c'est la conclusion à laquelle sont arrivés les magistrats professionnels, les jurés, eh bien, ils donnent le verdict selon leur intime conviction. Et je dois vous dire quand même que jusqu'à ce jour, en France, toutes les personnes qui ont été déférées devant la cour d'assises, eh bien, ont toutes été condamnées. Elles ont toutes été condamnées. Il n'y a pas eu d'acquittement. Oui. Voyez ? Donc ça veut dire aussi, je dirais que nous, ça nous conforte un petit peu aussi dans le travail qu'on fait. Oui. Parce que on peut dire quand même que dans la mesure où on a été à l'origine des plaintes, eh bien, on ne s'est jamais véritablement trompé sur la culpabilité de ces personnes-là. Oui. Mais nous, on a fait un travail d'enquête aussi, mais ce n'est pas nous qui jugeons. Oui. Et donc, on fait confiance à la décision de cette cour d'assises. Oui. Donc, tous les 12 en fait, pour rebondir à ce que vous dites, parfois, le travail des jurés peut être plus efficace que le travail de juristes professionnels. À comparer avec tout ce qu'on venait de dire. Vous pouvez expliquer un peu ce que vous dites là, Maître Faustin, comment je dis que le travail des jurés peut être beaucoup plus efficace. Oui, je dirais que en fait, le travail des jurés, c'est d'entendre les témoins, d'en faire une conviction et puis d'en tirer un verdict. Oui. Le contraire des juristes qui, trop souvent, s'attardent sur des procédures, surtout les procédures de recevabilité de preuves, analyser la façon et la provenance et la probité de preuves, ce qui, finalement, souvent, tombe sur des erreurs judiciaires, parce que, moi, je dirais, si par erreur judiciaire, on peut acquitter, même si de droit,
c'est ce qu'on dit, qu'au lieu de condamner un innocent, vaut mieux acquitter un coupable. Mais si des crimes graves, quand même, comme les crimes contre l'humanité, génocide, par erreur de procédure, vous tombez sur un acquittement, c'est quand même gravissime. Oui. Et alors, nous parlons toujours de la France parce que là, il y a beaucoup de suspects génocidaires qui s'y trouvent. Alain Gauthier, le procureur a parlé de 36 dossiers en enquête aujourd'hui. Et il y a un dossier sur lequel vous avez travaillé qui a été beaucoup évoqué et cité. C'est le dossier de l'ancienne première dame, Agathe Kanziga. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce jour, même si on attend la décision de la Cour le mois prochain? Alors en fait, c'est le collectif des parties civiles, dont je suis président depuis la création, qui en février 2007, a déposé une plainte contre Madame Agathe Kanziga, à Bialimana, pour complicité de génocide. Or, vous voyez que là aussi, eh bien, les choses ont beaucoup traîné en longueur. Alors, probablement des pressions d'ordre politique, mais bon, je ne vais pas entrer dans ces arcanes-là. Je pense que tout le monde le comprend. J'en arrive à la conclusion des juges d'instruction l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, en mai 2025, il y a 2 juges d'instruction, donc qui sont au pôle crime contre l'humanité, qui ont publié ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire que les 2 juges d'instruction, eh bien, ont estimé que on ne pouvait pas poursuivre en justice Madame Abiyalimana. Alors, ce qui nous a beaucoup surpris, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel, et le parquet aussi, ce qui est important à dire, c'est que le parquet aussi a fait appel, parce que nous sommes en présence d'une ordonnance de non-lieu qui est incompréhensible. Je livre mon sentiment personnel là-dessus. Je n'ai jamais vu une ordonnance de non-lieu aussi mauvaise. Je donne un exemple en particulier. Les juges d'instruction, pour justifier ce non-lieu, eh bien, ont pris le parti de dire que la CASU, ou le réseau zéro, en réalité, eh bien, n'existait pas. Oui. Or, la CASU a été démontrée au TPIR, partout. Bien. Mais, pour dire que la CASU n'existe pas, les juges d'instruction vont s'appuyer sur le rapport qu'un certain Gaspard Moussa Biamana, qu'en Europe on connaît bien. Oui, il est très connu. Il est très connu. Il fait partie un petit peu... Alors, je me méfie quand je parle de lui ou de nos adversaires, parce que si je dis un mot de travers, ils nous poursuivent en justice, mais enfin, on connaît leur prise de position. Oui. Eh bien, Gaspard Moussa Biamana a publié un rapport au TPIR, dans le cadre précisément du procès de Zigirani Razo, le frère d'Agathe Abiyalimana. Oui. Or, ce rapport avait été demandé par les avocats de Zigirani Razo. Et évidemment, Gaspard Moussa Biamana, dans un long rapport, en avait conclu que la CASU n'existait pas. Comment peut-on admettre que des juges d'instruction puissent s'appuyer sur un tel rapport pour dire, eh ben non, finalement, Madame Abiyalimana, parce que c'est la conclusion qui est prononcée à la fin, oui. Madame Abiyalimana est une victime. Elle est présentée comme une victime. Alors évidemment, je vous ai dit, on a fait appel, le procureur a fait appel. La décision de la chambre d'instruction nous avait été annoncée pour le 8 avril, en même temps que celle qui concerne Cyprien Kayumba. Alors, Cyprien Kayumba, la décision a été rendue le 6 avril et confirmée. Donc, on a infirmé la décision des juges qui demandaient aussi un non-lieu. Et Cyprien Kayumba sera bien déféré devant la cour d'assises. Ça a poursuivi. Mais
sans qu'on ait d'explication, la décision concernant Agathe Habyalimana n'a pas été rendue ce jour-là et elle a été reportée au 6 mai. Donc on attend, là, dans les prochains jours. On va voir ce que la Chambre d'instruction va prendre comme décision. Bien évidemment, nous, on espère que les juges de la Chambre d'instruction vont infirmer la décision des juges, parce que vraiment, si la Chambre d'instruction confirmait la décision des juges et confirmait ce non-lieu, pour nous, ce serait un grand scandale et ce serait véritablement un déni de justice. Ceci dit, si la Chambre de l'instruction infirme la décision des juges, c'est pas pour autant que Mme Habyalimana sera jugée un jour. Parce que ça veut dire que, comme le demande le parquet, eh bien, l'information judiciaire soit à nouveau ouverte, qu'il y ait de nouveau des enquêtes sur des gens qui n'ont jamais été entendus, ce qui prendra probablement encore des années. Et vu l'âge de Mme Habyalimana, il est fort probable qu'elle ne soit jamais jugée. Mais nous espérons que les magistrats de la Chambre de l'instruction, eh bien, vont suivre les mémoires que le parquet et les parties civiles ont rédigées pour s'opposer à cette ordonnance de non-lieu qui, je le répète, est pour nous un vrai scandale. Et nous attendons donc la décision de la Cour le 6 mai prochain. Et Maître Faustin, je pense que vous connaissez aussi quelque chose sur ce dossier, surtout qu'au TPIR, justement, vous avez suivi le procès Ziguineh Nyirazo qui est très cité dans l'organisation, dans la création de ce réseau zéro. Pouvez-vous nous en dire quelque chose, Maître Faustin? Ce que je veux en dire, dans l'acquittement de Ziguineh Nyirazo, il n'a pas été acquitté par le fait qu'il n'a pas commis le crime. Important. Il a été acquitté à cause de la Libye dont je vous ai parlé. Donc une erreur dans les conclusions du procureur, c'est ce qui a mais ça n'a pas empêché que dans le même tribunal, décide de prendre que Akazu c'était une organisation et c'était une organisation de malfaiteurs. Et c'est que normalement donc vous dites qu'il y a on dirait qu'il y a une jurisprudence du TPL qui peut servir. Oui. Il y a plusieurs, dont le procès Kambanda. Oui. Et procès Bagosora et consorts. Ceci démontre qu'au lieu de s'appuyer sur un rapport qui n'a jamais fait l'objet d'un verdict du tribunal, qu'il fallait, par contre, consulter. Et c'est là où je vois mal certains jugements ou certains procès organisés dans des pays, surtout européens. Parce que je parle de pays européens, parce que actuellement, grâce aux archives du TPIR, la Chambre spécialisée amenée à juger les crimes internationaux au Rwanda s'appuie sur les jurisprudences du TPIR, ce qui fait que la France, la Belgique ou les autres pays qui jugent ne devraient pas s'en passer, parce que c'est des jurisprudences qui, normalement, pouvaient faciliter même des enquêtes gigantesques ou des témoins experts et autres, parce qu'on revient à discuter comme le rapport Gaspard, ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat, alors que ça a déjà fait l'objet d'un débat devant le TPIR et une décision. Et le fait pour un juge d'en prendre une conclusion et d'en décider en nos lieux, se basant sur un rapport qui n'a jamais contredit ce qui avait été dit dans un autre verdict ou dans un autre jugement, c'est quand même une erreur grave. Et alors, en parlant de ces procès organisés hors du Rwanda, il y a souvent des problèmes qui ont été
signalé, c'est le problème du négationnisme. Et Alain Gauthier, récemment, nous avons appris une profanation d'une stèle commémorative à Rouen, en France, et ce qui est le résultat justement de ces courants négationnistes. Dans notre entretien avec le procureur de la République antiterroriste français, Olivier Christen, nous lui avons posé la question ce que fait la France et la justice française contre ces négationnistes. Je vais vous proposer un extrait de sa réponse sur ce problème de négationnisme en France. Je sais que c'est un sujet sur lequel le Rwanda est beaucoup engagé. J'ai eu l'occasion, depuis que je suis ici, de visiter plusieurs des mémoriaux qui ont été faits, qui rappellent les faits et qui, parce que c'est ce qu'on m'a expliqué pendant que l'on faisait ces visites, qui sont aussi une façon de lutter contre les négationnistes et d'inscrire avec des preuves qui ne sont pas discutables la réalité de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois au printemps 1994 sur l'ensemble du territoire du Rwanda. C'est un sujet de préoccupation toujours, la négation des crimes, et en fait je crois que la politique qui est conduite ici et qui est reproduite dans une certaine mesure en France, qui est une politique fondée surtout sur l'éducation, aller voir les jeunes dans les écoles, expliquer ce qui s'est fait. Je sais qu'il y a des fois des collèges, des lycées français qui organisent des séquences spécifiques pour rappeler ce qui s'est passé au Rwanda, qui font des déplacements au Rwanda d'élèves français pour leur présenter les choses. C'est la meilleure façon de lutter contre le négationnisme. C'est, je crois, l'éducation, apprendre aux gens ce qui s'est passé, ne jamais laisser cela sombrer dans l'oubli, apprendre aux jeunes générations, mais c'est vrai ici. Mais c'est aussi vrai en France, en Europe. Je crois que ce sont des éléments qui sont importants et je vois chaque fois, c'est pour ça que les procès sont aussi très importants. Chaque fois qu'il y a des procès en France liés au génocide contre les Tutsis, la presse est très présente. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux, à la télévision française, dans la radio française, qui expliquent ce qui s'est passé ici, qui permet de tout débattre également sur le rôle des uns et des autres. Et la société française est très attentive à cela, et je crois que c'est la meilleure façon de lutter. Avec donc ce rappel, cette éducation, ces reportages télévision, les enseignements spécifiques qui sont faits, qui rappellent l'ensemble souvent en France, c'est impliqué dans les différents génocides qui ont été commis, notamment au XXe siècle et puis malheureusement également au XXIe siècle en Syrie. Et donc voilà, pour lutter au mieux contre ce phénomène et éviter dans la mesure du possible que les faits se reproduisent. Alain Gauthier, vous qui suivez de très près ces procès pour génocide en France, est-ce que vous pensez qu'on fait assez pour lutter contre le négationnisme du génocide en France ? Non, alors, encore une fois, bon, je reconnais que monsieur le procureur, lorsqu'il évoque l'éducation pour les jeunes, là je suis tout à fait d'accord, puisque nous, au sein du CPCR, par exemple l'an dernier, oui, on a fait 25 interventions dans différents lycées, collèges ou universités. Oui. Je me suis déplacé avec mon épouse dans 25 lieux d'éducation. Donc c'est important. Le génocide aussi est enseigné dans Bien sûr, et le génocide est enseigné. Par contre, là, quand j'entends monsieur le procureur dire que les procès en cour d'assises sont très suivis par la presse, non. Monsieur le procureur, je pense, n'est jamais venu au procès. Nous, ce que nous dénonçons chaque fois, c'est précisément l'absence des journalistes. Il y a eu des journalistes, je peux le dire, en 2014, oui, lorsque il y a eu le premier procès de Simbi Kangwa. Depuis, nous ne voyons pratiquement personne. Alors c'est vrai, il y a des articles, on a des amis au Monde, à Libération, etc., qui font des articles, mais très souvent ce sont des articles qui sont repris par ceux de l'AFP. Alors évidemment, ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup, puisque beaucoup de journaux reprennent sur leur site internet ces communiqués de l'AFP. Mais non, la presse en France
la presse ne s'intéresse pas du tout au génocide des Tutsis, et surtout la presse audiovisuelle. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'en France, la presse suit ces dossiers. Non, non. Là, il y a vraiment quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Mais toujours est-il qu'effectivement, un procès d'assises, c'est aussi une façon à la fois de transmettre la mémoire, ce qui est important, comme nous faisons, nous, dans nos interventions, mais en même temps, c'est une façon aussi, lorsqu'un verdict a été donné, eh bien, de lutter contre le négationnisme. Et il faut savoir quand même qu'en France, vous avez quelqu'un qui est quand même connu dans le domaine du négationnisme, Charles Onana, qui a quand même été jugé et condamné pour négationnisme du génocide des Tutsis. Il a fait appel et son procès devrait arriver dans les prochains mois. Voilà. Mais voilà quelle est la véritable situation en France. Nous, je ne peux pas dire que nous sommes les connaisseurs de ce qui se passe, mais quand même, tous les jours, au sein de notre association, on parle du génocide des Tutsis. Et je dirais que notre vie personnelle, elle se partage en trois. Elle se partage en trois, de nombreux séjours ici au Rwanda pour recueillir des témoignages, pour rencontrer des parties civiles, de longs mois à la cour d'assises de Paris, puisque cette année il y a trois procès et ça représente de nombreuses journées, et puis il nous reste un petit peu la troisième partie de notre existence chez nous à la maison, mais on travaille aussi à ce moment-là sur la préparation des dossiers. Maître Faustin, vous aviez aussi une réaction. La négation du génocide, c'est un crime. Je vois mal et insupportable de voir qu'en France et ailleurs, il y ait des négationnistes après les résolutions dont je vous ai parlé, parce que les résolutions 2150 et la résolution du Conseil de sécurité de avril 2018, ça recommande quand même au pays de sanctionner le génocide, mais aussi de sanctionner les négationnistes. Mais il y a en France, il y a une loi qui condamne le négationnisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être condamné en France, comme l'a été Onana, pour négation du génocide. Et c'est le développement. En France, après ces résolutions, la France a adopté une loi condamnant le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Et je ne vois pas en quoi le procureur se félicite de l'éducation qui est faite dans des écoles et comment les médias traitent, au lieu de traiter les affaires dont lui, en tant que procureur, est amené à faire. Maintenant, c'est bien aussi qu'ils se réjouissent que on fasse des démarches auprès de la jeunesse française pour qu'ils comprennent ce qu'est le génocide des Tutsis. Vous le faisiez remarquer, qui est aujourd'hui très souvent enseigné. Et nous, quand on intervient souvent dans des lycées, c'est surtout à la suite d'équipes de professeurs qui se sont organisés et qui, après avoir réfléchi sur le génocide des Tutsis, eh bien, nous invitent pour donner notre témoignage sur la façon dont on travaille, sur la façon dont se déroulent les procès en assises. Ah oui, nous allons nous en arrêter là. 32 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le combat contre le négationnisme et du génocide doit se poursuivre, exige des efforts de tout un chacun, non seulement du Rwanda et des associations comme le CPCR, d'autres organisations qui sont engagées, mais devrait être une obligation pour tout un chacun, étant donné que, justement, comme nos invités viennent de nous le dire, il y a des décisions qui ont été rendues par la justice internationale pour réprimer le crime de génocide, non seulement le crime de génocide, mais aussi la négation du génocide. Merci en tout cas à nos deux invités, merci à Alain Gauthier, vous êtes à vous. Président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, Maître Faustin Mulangwa, ancien avocat au TPIR, vous êtes juriste. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'émission. Merci pour votre invitation.
Merci également à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, de notre émission Majuscule et Propos. Prenez soin de vous, la télévision rwandaise reste à votre compagnie. J'aurai au plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Majuscule Propos.